curcuma. Bonjour et bienvenue dans Bouge ton curcuma, un podcast qui vous donnera, je l'espère, l'envie de bouger, changer et reprendre votre santé en main. Je suis Cindy et chaque semaine, je vais aller à la rencontre de professionnels de la santé complémentaire, de personnes ayant entrepris des changements dans leur mode de vie ou de tous ceux qui œuvrent pour un mode de vie plus sain. Nous parlerons de résilience, de santé, de bien-être et de tout ce qui peut nous donner l'envie de bouger. Il n'y a pas de vérité absolue ou de chemin tout tracé. Chacun doit trouver et façonner son propre parcours pour répondre à ses besoins. Bouge ton curcuma. Cet épisode est réalisé en partenariat avec le Vitaliseur de Marian, un outil qui a complètement changé ma façon de cuisiner. Si vous voulez bénéficier davantage, je vous invite à me retrouver à la fin de l'épisode. Je suis en compagnie d'Ophélie Damblé, alias Ta Mère Nature, avec qui nous allons parler d'écologie, de nature, d'herbes et de mauvaises herbes. Sur sa chaîne YouTube, elle prône le « plantez-vous », qui signifie en gros qu'il faut se lancer au risque de se planter, mais avec la certitude de toujours apprendre et d'avancer. Elle nous en dit plus tout de suite. Bonjour Ophélie. Salut. Alors est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi ? Je la fais courte ou je la fais longue ? Comme tu veux, comme ça t'inspire. Bon, alors je vais la faire courte, parce que quand même, ça sera plus facile pour le montage. Ok. Écoute, je m'appelle Ophélie, j'ai 30 ans, je vis à Paris, et il y a maintenant 2 ans, j'ai un peu tout quitté pour aller apprendre à faire pousser des légumes. Voilà. Et je suis partie à la campagne, je suis allée me former à la fois dans des écoles, chez des maraîchers, et puis je suis revenue à Paris, et depuis, je travaille dans l'agriculture urbaine, et j'essaye de raconter un peu tout ça en vidéo, en donnant des petits conseils, en expliquant un petit peu, moi, mes découvertes. Je pars à la rencontre de gens aussi qui bossent dans ce milieu-là, et j'essaye de vulgariser, sensibiliser à ma façon. Alors ta formation à la base, c'était quoi ? Ma formation de base, c'était des études dans le cinéma et le théâtre. Donc pas vraiment de grands rapports. Et puis j'ai beaucoup bossé dans la musique aussi. Et tout ça m'a amené à faire de la radio, à être pigiste et à être serveuse et vendeuse aussi, hein, parce qu'il ne faut pas déconner, hein, il faut aussi parfois compléter ses revenus, ses maigres piges. Voilà. Et j'ai fini, mon dernier job en date, c'était dans une très grosse agence de publicité où je m'occupais des contenus un peu digitaux, on va dire, donc à la fois les réseaux sociaux, écrire des articles pour le blog de l'agence, etc. Et alors, quel a été ton déclic pour partir dans ce milieu de l'agriculture ? Ouais, alors je dis toujours que j'ai eu 2 déclics. Il y en a eu un long et un très court. Et le très court, c'est celui qui te met le vrai coup de pied au cul. Ouais, voilà. Mais le long, ça a été les lectures. Je dis toujours que ça part de la bouffe parce que, en fait, j'avais de plus en plus d'amis autour de moi qui devenaient végétariens. Et forcément, ça questionne aussi sur soi. Pourquoi moi je mange de la viande, et j'ai commencé à lire des choses là-dessus, et puis en fait ça a été un peu l'engrenage. J'ai commencé à avoir envie de savoir comment tout se fabriquait au-delà des produits transformés. Il y avait aussi ce truc de merde, mais comment on fait pousser une courgette, quoi. Et je me suis rendu compte que je savais pas du tout faire, et je me suis rendu compte aussi que la situation du monde agricole aujourd'hui est assez catastrophique, que ce soit le statut des paysans qui est assez difficile, et puis aussi notre terre qui, elle, est complètement malmenée par la grosse industrie, quoi. Donc ça a été mon long cheminement pendant, on va dire, 3-4 ans. Et mon gros déclic, quand je bossais en agence de pub, c'était que j'ai eu une rupture amoureuse. Voilà, et ça a été un peu l'impulsion qui m'a fait me dire allez, meuf, bouge-toi le cul, en fait, c'est bon là. Il y a toujours cette espèce de pulsion de vie, en fait, qui arrive, et on a envie de faire table rase, se couper les cheveux, et puis partir à l'aventure, tu vois. C'est ça, et aller planter des légumes, du coup. Voilà, logique. Donc tu parles de lecture, quel livre t'as vraiment ouvert les yeux ? Alors bon, c'est les gros basiques, mais alors sur le végétarisme, il y a le fameux « Faut-il manger des animaux ?» de Safran Foer, qui était, que j'ai trouvé vraiment super. Et ce que j'aimais dans cette lecture, c'est que le mec n'était pas du tout culpabilisant. C'est-à-dire qu'il faisait un peu les recherches, il se questionnait en même temps qu'il écrivait son bouquin. Et donc, il y avait ce que j'aimais dans sa manière de faire, c'était que ce n'était pas du tout culpabilisant. Il n'était pas dans les injonctions. Donc voilà, ça c'est une des lectures. Quand j'ai commencé à aborder plus le thème de l'agriculture, c'est le bouquin de Colin Serrault qui s'appelle « Solutions globales
Solutions locales pour désordre global. Elle en a fait un film aussi. Et ça, c'était vraiment un super basique pour démarrer. Ensuite, j'ai lu des bouquins de Pierre Rabhi aussi, grand classique, vers la sobriété heureuse, qui m'a pas mal fait réfléchir. En fait, je me rends compte que c'est souvent les lectures très simples comme ça qui me font cheminer. J'avais adoré à l'époque, alors c'est un moins en rapport, mais quand même Chez soi de Mona Chollet, où pareil, il y avait ce rapport à l'intérieur, l'extérieur qui me parlait beaucoup. Et ce qui m'a vraiment mis sur la voie du maraîchage, c'est le bouquin de Hervé et Perrine... Charles Hervé et Perrine Gruyère, je le dis dans le mauvais ordre. On vérifiera. Voilà, mais Permaculture. Leur bouquin Permaculture, qui est le plus connu, c'est un couple qui n'était pas du tout paysan à l'origine et qui sont revenus en Normandie monter une ferme, et c'est devenu un petit peu les grandes figures de la permaculture. Et pareil, leur bouquin est génial parce qu'ils racontent à la fois leur expérience en tant que famille qui débarque comme ça, ils ont 2 enfants, ils se lancent sans trop s'y connaître. Et en même temps, des conseils pour concrètement s'y mettre. Donc, je trouvais ça super comme romance. Et puis, évidemment, on a envie d'aller au-delà. Et puis, enfin, la lecture, c'est bien, mais il y a un moment où on a ce besoin irrépressible de mettre les mains... De passer à l'action, ouais, quoi. Voilà. Il m'est arrivé la même chose avec l'alimentation, du coup, je comprends 1000 fois. Ouais. Et du coup, tu fermes ton livre, là, et tu te dis, bon, allez, qu'est-ce que je fais ? Go. Je me lance. Alors, je google d'abord, avant de... Je googlise et puis je tape des trucs un peu débiles, genre formation débutant, légumes. Et puis, en fait, je suis tombée sur une formation qui n'était pas spécialement reconnue par l'État. C'est-à-dire que je n'avais pas un diplôme reconnu à la clé, mais qui, pour moi, survolait un peu tous les métiers dans le bio. Parce que je ne savais pas, à l'époque, il y a 2 ans, je ne savais pas si je voulais être maraîchère, où est-ce que je voulais vivre. Tu vois, je me lançais à l'aventure en mode, je veux apprendre à faire pousser mes trucs, mais qu'est-ce que je vais en faire ? Je sais pas trop. Tu verras bien où ça te mène. Voilà. Et ce que j'ai adoré avec cette formation à la ferme Sainte-Marthe en Sologne, c'est qu'on abordait à la fois le côté vraiment métier de maraîcher. On apprenait le vendredi la tomate, comment ça pousse, qu'est-ce qui est le mieux pour avoir des bons rendements, etc. Mais il y avait aussi l'aspect pédagogique qui, moi, au final, m'a beaucoup plus touchée. Voilà, c'est comment tu montes un jardin pédagogique, comment tu deviens animateur nature, toutes ces choses-là. Et c'est là où je me suis rendu compte que la partie transmission me parlait plus, que je me sentais plus dans ce truc encore de communication, comme avec mes précédents jobs. Et voilà. Donc, en rentrant sur Paris, j'avais vraiment besoin de cet aspect, à la fois, oui, on produit des choses, parce que il faut que ce soit concret, mais aussi le transmettre à des gens qui s'y connaissent pas. Et du coup, là, tu t'es formée en agriculture bio ? Ouais. Et du coup, ça inclut de la permaculture ou c'est encore autre chose ? En fait, permaculture, c'est un mot un petit peu fourre-tout. Il faut faire attention à... Justement, est-ce que tu peux nous le définir ? Ouais, alors pour moi, la permaculture, c'est un concept. C'est comme si on parlait de philo. Il y a plusieurs préceptes là-dedans. C'est prendre soin des hommes, prendre soin de la nature. Et c'est prendre soin du vivant, en règle générale. Et que tout ça soit imbriqué dans un cercle vertueux. Et donc aujourd'hui, quand on dit je fais de la permaculture, ça veut un peu tout et rien dire. En gros, tu pourrais organiser ton sac à main de manière permaculturelle, si tu voulais. Ouais. C'est une organisation. Ouais, c'est vraiment un mode de pensée. Mais le principe, c'est juste que tout soit vertueux et que tout soit pensé un peu en amont. Donc quand on dit je fais un design en permaculture, par exemple, quand tu veux construire ton jardin de cette manière-là, c'est que tu réfléchis vraiment, tu prends le temps d'observer ton exposition, ton vent, ton machin, pour pas te lancer comme ça et perdre au final de l'énergie. Donc la permaculture, c'est une vision un peu plus sur le long terme. C'est que tu vas pas forcément être productif à fond la première année, mais sur le long terme, ça sera beaucoup plus vertueux pour tout le monde. Mmh. Et donc c'est vraiment génial. Mais il faut sortir un peu aussi de ce fantasme de je vais tout quitter et me lancer dans la permaculture. En fait, déjà, c'est pas évident d'en vivre. Il y a beaucoup de gens qui finalement se retrouvent formateurs en permaculture, mais qui vivent pas spécialement de leur production. Ouais. C'est très difficile. Et
Donc voilà, c'est un mot qui à la fois est passionnant parce qu'on rentre pareil dans un univers génial, mais c'est pas un métier, la permaculture. Non, c'est un concept, donc voilà, comme tu le dis. Ouais. Et c'est censé, pour le coup, être l'inverse quand même de l'agriculture aujourd'hui qu'on connaît, destructrice, qui nourrit pas les sols. Conventionnelle, on va dire industrielle. Et alors ça, pour le coup, tu peux avoir du bio là-dedans. Les tomates bio qui poussent sur des hectares en Espagne, c'est ni de la permaculture, mais c'est ni de l'agriculture... avec énormément de... Enfin, il peut y avoir des pesticides, mais ils sont autorisés selon tel quota européen. L'opposé de l'agriculture conventionnelle, ça pourrait être la permaculture. Après, voilà, c'est dans le milieu bio, dans l'agriculture biologique, tu peux avoir de l'intensif, comme on dit. Et donc, le bio peut aussi faire du mal à la terre. C'est en ça où il faut faire attention et toujours continuer de s'informer sur les pratiques en fait des gens qui font pousser des trucs. Bien sûr, être un peu un consommateur responsable. Exactement. Donc en fait, permaculture, ça englobe, on parle d'écologie aussi, à la plus grande échelle. Comment tu définirais l'écologie, toi ? Ouh là là, écologie. C'est un fourre-tout. Ouais, c'est un fourre-tout. Après, on sait à peu près de quoi on parle quand on dit écologie. Je dirais que c'est l'économie des ressources. Prendre à la nature sans la fatiguer, quoi. Tu sais, c'est comme quand on s'amuse à faire de la cueillette sauvage en forêt. On va jamais tout prendre sur un même milieu. On va cueillir un petit peu par-ci, par-là pour que la nature ait le temps de se régénérer. Donc je dirais que l'écologie, c'est ça, c'est prendre juste ce qu'il faut sans fatiguer la terre, en la respectant, quoi. Je pense qu'il y a un côté un peu spirituel aussi dans l'écologie. On est supposé prendre soin, quoi. À quel niveau ça se joue pour nous ? Parce qu'on parle beaucoup du niveau industriel où il y a vraiment du taf. Et à un autre niveau ? Je pense qu'on peut parler de bien-être aussi. Il y a des tonnes et des tonnes d'études qui disent que se reconnecter à la terre, à la nature, c'est hyper thérapeutique. C'est pas pour rien qu'il y a justement des jardins thérapeutiques qui se montent très régulièrement dans des hôpitaux, des maisons de retraite, des écoles. Donc je pense que c'est un vrai rôle. Rien que d'avoir une plante sur son bureau, il y a un vrai effet bénéfique. Donc ne serait-ce qu'à ce niveau-là, les plantes sont vitales pour nous, quoi. Et c'est rigolo parce que tu as aussi des études qui disent que si tu envoies si tu parles à ta plante, si tu lui mets de la musique ou si tu en prends soin de manière aussi spirituelle, elle a plus de chances d'être en bonne santé et de pousser mieux. Il y a aussi ce rapport comme ça sensible, je trouve, au vivant, quoi. Du coup, concrètement, on fait quoi ? On fait quoi ? Il y a des trucs très simples. Moi, je dirais que c'est juste déjà, quand on débute, prendre soin d'une petite plante. Une plante d'intérieur qui mérite un arrosage par semaine. Et puis juste prendre le temps, 5 minutes par jour, de l'observer. Parce que, en fait, il peut vraiment y avoir des changements assez rapides. Et ça se joue à ça. Ça se joue aussi à aller se balader 5 minutes dans la forêt, et écouter, observer... regarder d'un peu plus près aussi, parce qu'il y a plein de choses auxquelles on ne fait pas attention. Moi, avant, par exemple, les mauvaises herbes, les adventices, comme on dit dans notre milieu, parce que rien n'est vraiment... il n'y a pas de plantes qui sont réellement des mauvaises herbes. Mais en gros, j'y faisais pas gaffe. Et aujourd'hui, quand je vais désherber un terrain, je les vois tout de suite. Et c'est là où je vois que mon regard s'est vraiment aiguisé, quoi. Donc ça, il faut muscler ses yeux, quoi. Les apprendre à regarder d'un peu plus près, regarder ce qui nous entoure, quoi. Et parfois, on a des belles surprises. Les gens qui disent qu'ils n'ont pas la main verte, en fait, c'est un leurre. C'est une légende urbaine contre laquelle je me bats fort, fort, fort. Et j'ai fait partie de ces gens-là qui pensaient que j'étais pas capable et tout ça. En fait, la main verte, c'est n'importe quoi parce que je continue de faire crever des trucs. Il y a tellement de paramètres qui jouent sur la mauvaise ou bonne santé d'une plante. Effectivement, nous, on peut être responsable, mais il y a aussi le facteur insectes, maladies. Parfois, on achète des plantes qui sont déjà malades. C'est pas de notre faute.
C'est pareil, je pense qu'il y a un certain lâcher-prise à avoir. Une plante, si elle meurt, ça fait partie du jeu. En fait, c'est pas grave. Après, on peut toujours apprendre à justement aiguiser notre sensibilité, notre observation, et du coup faire en sorte qu'elle aille mieux. Et je trouve qu'en plus de ça, on apprend beaucoup plus vite de nos erreurs. Bon, j'enfonce un peu des portes ouvertes quand je dis ça, mais c'est vrai, plus particulièrement dans les plantes, quoi. J'ai beaucoup plus de souvenirs de mes gros ratages en formation que de mes réussites. Parce que la réussite, bon, tu étais là, ouais, c'est peut-être un petit coup de chance. Alors que le ratage, tu sais, quoi. Voilà. Tu peux l'analyser, quoi. Ouais. Donc en fait, là, on est dans le plantez-vous, comme tu le dis si bien sur ta chaîne. Oui, bah ouais. Plantez-vous, et puis de toute façon, au pire, c'est l'échec, mais c'est pas grave. Ouais. Au pire, encore une fois, t'auras forcément appris des choses. Moi, je suis à fond sur le Beautiful Loser. Alors, je dis pas qu'il faut se vautrer dans l'échec et se complaire là-dedans, mais on peut le voir de manière joyeuse aussi, quoi. Un échec, on peut en rire, on peut le prendre à la légère et on peut le prendre comme une vraie formation. Je dis pas que chaque jour je me réjouis d'avoir fait crever une plante, non, mais j'essaye en tout cas ça m'a fait prendre beaucoup plus de distance avec tout ça. Quand j'ai raté un truc, je m'auto-flagelle un peu moins qu'avant. T'analyses plus. J'analyse plus, ou je vais prendre un peu plus de recul, et puis surtout je me dis c'est pas grave, pour cette fois-ci c'est raté, mais je vais pas en rester là, je vais retenter, je vais trouver une autre porte, un autre chemin. Ouais. Et à partir de quel moment alors tu lances ta chaîne YouTube ? Alors ça, c'était il y a 2 ans, quand je me suis vraiment lancée le premier jour de ma formation. En fait, le premier jour où j'ai quitté Paris, je me suis filmée carrément dans ma voiture en train d'enclencher le start. Et puis, à l'époque, je ne savais pas du tout filmer. Je m'étais juste acheté du matos qui coûtait très cher pour, tu sais, vraiment avoir cette culpabilité et m'obliger à filmer tous les jours pour me dire, meuf, tu sais, c'est comme le sport, quoi. Chaque fois, moi, je m'inscris à l'année dans une salle. Et je m'auto-piège et je me dis, là, t'as plus le choix, tu dois utiliser cette putain de carte fitness. Et donc, c'était pareil avec ma caméra. Et je me suis mise à me filmer un peu tous les jours sans trop savoir ce que j'allais en faire. Je le voyais un peu comme un carnet de voyage, un souvenir un peu de cette transformation. Et j'ai fait un premier montage que j'ai montré à mon amie Lily, que j'embrasse très fort d'ailleurs. Moi aussi, tiens, je la connais bien. Je crois que tu la connais aussi, c'est pour ça. Salut Lily. Ouais. Et c'est à elle que j'ai fait regarder mon premier montage comme ça au bout d'une semaine, un peu bon meuf, qu'est-ce que t'en penses ? Et elle m'a dit mais attends, mais il faut absolument que tu montes ta chaîne YouTube maintenant, montre ça, poste-les, tu auras forcément un retour, des conseils, ça va te faire progresser, ça va te motiver. Et c'est comme ça que je me suis un peu lancée, sans trop savoir. Et d'ailleurs quand je regarde ma première vidéo, je me dis waouh. J'ai quand même un petit peu évolué, heureusement, en montage et tout ça. Et donc, ouais, ça s'est fait un peu par hasard pour tenir au courant mes amis, ma famille. Et au final, je me suis rendu compte que ça intéressait plus de gens que prévu. Pas mal de gens qui étaient dans cette même démarche, en fait, de changer de vie, de se reconvertir, ou qui avaient envie, en tout cas, de franchir le cap. Et je sais que c'était facile de s'identifier à moi parce que je partais de zéro, autant en vidéo qu'en maraîchage, en apprentissage. Je pense que c'était un moyen facile de se dire que les gens, enfin, je me disais si les gens regardent, ils peuvent se dire moi aussi j'en suis capable. Si moi je peux faire, eux peuvent faire, quoi. Ouais. Voilà. C'était une forme de motivation pour. Ouais, moi ça m'a beaucoup motivée, mais je pense que ça a motivé les gens aussi. Enfin, c'était vraiment un échange. Et ce qui est génial, c'est que j'ai rencontré pas mal de gens aussi grâce à ça. Ouais, super expérience YouTube. Ta famille est réceptive à tout ça ou pas du tout ? Hyper. Bon, ils m'ont vu quand même changer pas mal de métiers au cours de ces 10 dernières années, où ils n'étaient pas si surpris que ça, que je m'envole vers de nouvelles aventures. Mais ils sont hyper fiers. Dans l'ensemble, j'ai de la chance parce que j'ai pas grand monde qui m'a dit mais attends, t'es sûre ? Mais c'est pas trop risqué de quitter la pub où t'étais bien payé à un peu genre rien. Et non, j'ai eu vraiment que des encouragements, des super ondes. Et ça, je pense que c'est très très important d'être bien entouré, bien sûr. Parce qu'il y a plein de moments où on doute, on se sent pas du tout capable, on se dit putain mais qu'est-ce que j'ai branlé là, qu'est-ce que je fous au fin fond de la Sologne à faire des courgettes, enfin c'est un peu pourquoi, bref. Et d'avoir ce soutien là, c'est génial.
Et dans une de tes dernières vidéos, tu parles de la révolution green. Alors ouais. Allons voir la vidéo tout simplement, mais en gros, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est carrément de green guérilla. Green guérilla. Ouais, le mot est lancé, c'est de la guérilla. Ouais, ça c'est un super projet qui me tient beaucoup à cœur parce que déjà c'est un featuring avec un ami que j'aime vraiment fort qui s'appelle Cookie Calcaire et qui fait de la BD. Et en fait, l'année dernière, il m'a proposé qu'on fasse une collab ensemble qui serait sous forme à la fois de vidéo et de BD. Et donc, c'est assez fou parce qu'en gros, il m'a proposé que je sois l'héroïne un peu de sa nouvelle BD. Et on s'est entendu sur le fait que la Green Guérilla, c'était un sujet parfait parce que ça touchait à la fois au problème de l'écologie, du fait qu'il faut végétaliser, et aussi le côté urbain qui, moi, m'intéresse vraiment beaucoup aussi. Le côté comment se réapproprier l'espace urbain. Alors moi, avec mon petit côté féministe en plus, le fait de se réapproprier l'espace urbain en tant que femme, c'est d'autant plus fort pour moi, parce que je trouve c'est une architecture qui est très patriarcale, ne serait-ce que le fait de ne pas pouvoir stationner dans la rue au risque de se faire prendre pour une prostituée, c'est pas encore très très normal, et je trouve que symboliquement, le fait de faire pousser des choses, de se réancrer comme ça dans le sol, c'est fort, quoi. Enfin, moi, ça me parle beaucoup, en tout cas. Et donc, ouais, la Green Guérilla, c'est le fait d'aller végétaliser la ville, mais de manière un peu vandale, donc sans demander l'autorisation, sans aller remplir des papiers à la mairie pour avoir un petit permis de végétaliser. Et donc, ça questionne aussi sur le fait est-ce qu'il ne faut pas qu'on arrête de demander l'autorisation pour faire des trucs, quoi. Il y a juste à faire. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'être un expert. La Green Guérilla, c'est vraiment... un enfant peut le faire, un mec de 70 ans, t'es pas obligé d'escalader des immeubles pour accéder à des toits, ça peut être vraiment... Tu prends ta pelle, ta fougère et tu vas la planter. C'est ça, et mettre un petit bac juste au pied de son immeuble, quoi. Donc c'est à la fois anodin, c'est des toutes petites actions qui peuvent être individuelles, mais ça, je trouve que symboliquement, ça porte sur beaucoup plus de sujets sociétaux. Bon, je sais pas, je dirais sociétaux. Voilà. Ça se trouve, on se trompe toutes les deux. Est-ce que dans cette démarche a changé ta vision de la santé ? Ouais. Je pense que je me soigne beaucoup plus avec les plantes depuis que j'ai changé de vie. Alors aussi parce que je suis, je pense, de plus en plus entourée de gens autour de moi qui sont dans ce milieu-là. Et donc, j'ai côtoyé pas mal de naturopathes. J'ai aussi quelques copines qui se sont reconverties là-dedans. Donc, on en parle très régulièrement. Et c'est vrai que, évidemment, ça me fait cheminer. J'ai eu aussi des formations sur les plantes médicinales où, là, pareil, j'ai un peu découvert à quel point il y avait des vertus incroyables en utilisant les plantes. Je pense que c'est pas forcément à mettre en opposition avec la médecine généraliste. Je pense que les deux peuvent se compléter à un moment. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour les petits maux comme la grippe ou le rhume, mais plus jamais je prends un Doliprane, quoi. Et puis je vois à quel point c'est plus efficace. Y a pas photo. Donc mon rapport à la santé a changé. Et il y a un truc tout con aussi, c'est que la nature, tu peux... aller se ressourcer 20 minutes dans un parc, c'est l'équivalent d'une heure chez le psy aussi, parfois. Ouais. Et donc, je crois fondamentalement au côté thérapeutique des plantes, quoi. C'est aussi une forme de dépollution du corps, finalement. Mais complète. Comment tu définirais la santé ? Waouh. Je m'attendais pas à cette question. Allez, c'est parti. Ça veut dire que tu n'écoutes pas ce podcast. Mais non, je voulais justement pas me mettre la pression, c'est pour ça. Si, j'ai déjà écouté, mais pas tout. Et j'avais oublié qu'il y avait cette question. La santé, écoute, alors je la définirais comme déjà, on s'en rend pas compte au quotidien quand on va bien, mais putain, quand on va mal, on se rend compte à quel point c'est l'un des piliers, oui, c'est un pilier vital, enfin vraiment... même un petit rhume, ça te fout en l'air et ça peut vraiment te gâcher tout le reste. Donc, quand on parle d'autres maladies comme le cancer, c'est d'autant plus... mais alors, disons que la santé, quand ça va bien, on l'oublie. Mais putain, quand ça va mal, on sait qu'elle est importante, quoi. On sait qu'elle est importante. Et c'est vrai qu'il faut jamais... on devrait ne jamais oublier que chaque
petite chose qu'on fait au quotidien peut avoir un impact sur notre santé. Et là, je pense par exemple, moi j'aime bien faire la fête, je suis une bonne grosse fêtarde et je me dis, mais waouh, sur la longueur, je vais le payer, mais d'une force. et c'est vrai que je me dis, quand même, essaye de penser à la santé, parce que c'est comme la permaculture, en fait, il faut le voir sur du long terme. C'est un truc... Et c'est pas quelque chose d'acquis. Et non, vraiment pas. Et alors la maladie, selon toi ? Comment elle intervient ? Comment tu la définis ? Alors, avec ma tante, on aime bien parler. Ma tante a comment ça s'appelle ? Ma tante a la maladie de Parkinson et elle dit souvent que le mal a dit pour définir sa maladie. Et elle se dit que c'est les conséquences aussi d'un mal qu'elle a peut-être pas assez écouté pendant des années et qui lui est arrivé un peu comme ça, plus tôt que la normale. Donc je dirais que... Comment ? Elle est jeune ? Elle a la cinquantaine d'années, ouais. Donc c'est même pas encore. Hein. Elle est sur elle va bientôt les avoir. Donc ouais, c'est jeune et je me dis que la maladie, c'est aussi une forme de non-écoute de son corps. Il y a plein de maladies qu'on pourrait éviter si on était plus attentif à soi. Donc je dirais ça. Et est-ce que tu penses avoir une quelconque influence sur ta santé ? Oui. Clairement, hein, quand ça fait un petit paquet de temps que je me suis un peu laissée aller à ne pas aller au sport ou de manger peut-être un peu trop sucré, je vois que ça a un impact sur ma nervosité, sur ma fatigue. Alors, c'est pas des vraies maladies en soi, mais quand même, je me dis que sur la longue, ça pourrait forcément devenir une. En naturopathie, on explique que ce sont des alertes et qu'à force de ne pas les écouter, ça peut se transformer en quelque chose de... Exactement. Un peu plus chronique. Ouais. Et c'est pour ça que j'essaye de pondérer parfois avec du yoga, par exemple, ou des exercices de respiration. Parfois, ça suffit pas, mais c'est vrai qu'il y a toujours ce petit rappel-là. Ouais. J'essaye d'être de plus en plus attentive. Et tes découvertes majeures ou tes remises en question sur le sujet ? Donc, tu nous parlais des plantes, du coup, tout à l'heure, pour te soigner. Ouais. Alors, je dirais que c'est ma formation là, sur les plantes médicinales où on a vraiment exploré d'une manière plus profonde vraiment le côté herboriste des plantes, ça m'a fascinée. Et le cas législatif aussi, en fait, des plantes médicinales. Parce que, en fait, je me rends compte qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas le droit de faire légalement. C'est horrible. Toutes les conditions pour commercialiser de la gémothérapie, les huiles essentielles, les compléments alimentaires, toutes ces choses-là. Et ça m'a assez effrayée. Et c'est pour ça que je milite pour la désobéissance civile aussi et à la transmission du savoir à l'oral. Mm-hmm. Je trouve qu'il faut aussi peut-être revenir aux bons vieux secrets de grand-mère qui se transmettent comme ça de mère en fille, d'amis en ami. Là, par exemple, dans notre formation, on nous apprenait notre formatrice, dont je ne citerai pas le nom, nous a appris à faire des ovules pour quand on a une mycose, par exemple. Et ce qu'elle nous a expliqué, c'est que même les pharmaciens aujourd'hui ne sont plus formés à ce geste-là, à faire ces préparations d'ovules. Maintenant, c'est les grosses industries pharmaceutiques qui s'en occupent. Et nous a dit, moi, j'ai pas le droit de vous montrer, mais fuck off, en fait, je vais vous montrer parce que je trouve pas ça normal. Et même aujourd'hui, certains pharmaciens me contactent pour que je leur montre comment on fait. Et je trouve ça grave, en fait, qu'on en arrive là. Donc, ouais, moi, j'appelle vraiment à la désobéissance civile sur ce point-là. Et j'ai été très touchée par cette manière un peu de dire, j'ai pas le droit, mais tant pis, je vous le dis, je vous montre. Ouais, parce qu'en fait, on est à fond dans le sujet des sorcières en ce moment. Ouais. La chasse aux sorcières remonte à des siècles en arrière, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, on baigne encore en plein dedans, quoi. Ouais. On n'a pas le droit de distribuer son savoir comme on le veut. Exactement. Les herboristeries travaillent dans l'illégalité ici. Ouais. C'est incroyable. Pratique illégale de la médecine. Ouais. Voilà. C'est et flippant. seul le pharmacien peut pratiquer l'herboristerie dans une pharmacie. Ouais. S'il veut pratiquer à côté de sa pharmacie, il n'a pas le droit. Mais ouais, c'est assez fou, hein. Mais c'est là où je me dis, la transmission à l'oral, c'est un pied de nez aussi. C'est sortir de tout ce côté administratif, procédurier, et de se dire, on sait tous qu'il y a des gros lobbies derrière. Et l'un des moyens de lutter, c'est l'oral aussi. Parce que ça, il n'y a pas vraiment de preuves, à part nos mouchards sur nos téléphones portables. Oui. Voilà, donc mettez sur avion quand... Non mais c'est vrai. Ouais. Je l'ai appris il y a peu de temps en fait. Ouais, c'est flippant. Je veux partir au Japon et je me retrouve... je l'ai dit à l'oral, je me retrouve avec des pubs pour le Japon dans mon téléphone. C'est vrai ? J'ai rien tapé sur mon téléphone.
Ah ouais, c'est vraiment flippant. Bon, bref. On digresse, mais bon. Remarque, c'est pas si éloigné du sujet. Incroyable. Alors, pour en revenir à la santé, l'alimentation est primordiale, donc ça a été un de tes premiers déclics au final. Ouais. Qu'est-ce que tu privilégies aujourd'hui comme alimentation ? En tant que végétarienne, les légumes, je suis à fond. Et en tant que bonne flemmarde aussi, le cru. Ça, c'est un truc, je mange tout ce que je peux manger cru, qui m'évite de passer par une casserole et une préparation. J'y vais à fond. Donc, ma râpeuse est mon meilleur ami et ma meilleure amie. Du coup, voilà, je privilégie beaucoup ça. J'essaye de mettre pas mal de graines aussi. J'aime bien. Je trouve que c'est assez chouette. Et les aromates, je me suis rendu compte que du persil, c'était blindé de vitamine C. Et donc, j'adore. Et puis, c'est beau dans une salade aussi. Il y a un petit pesto de persil. Voilà. Il faudrait que je me remette aux graines germées. Il y a une époque où j'en faisais pousser. C'était quand même super chouette aussi. Ça, c'est un bon apprentissage de... Ouais, et puis alors pour débuter, c'est pareil. Hein, ça, c'est un truc super simple et c'est super bon. Ça te pimpe une salade en 2 secondes. C'est génial. Très ludique pour les enfants, ma fille. Ouais. Adore. Quel outil tu utilises pour libérer ton esprit ? Ah, le sport. Ouais, c'est mon outil, bref, ma petite carte, ma carte qui va à la salle de fitness. Ouais, moi, c'est faire attention à son corps. Le yoga, beaucoup. J'étais l'une de celles qui critiquent les gens qui font du yoga il y a encore quelques années. Et puis, il y a 3-4 ans, je m'y suis mise. Et j'ai vu à quel point ça jouait sur le fait de déjà pas aller tous les 6 mois chez l'ostéo parce que j'avais le dos bloqué. Là, j'arrive à beaucoup mieux maîtriser ça. On est nombreuses dans ce cas-là. Hein. Ouais. Hein. Avoir eu beaucoup d'a priori et au final... ça apporte beaucoup. Moi, c'était le côté peut-être un peu trop détente. J'étais habituée à faire des sports assez violents, des trucs très cardio, tout ça. Et puis en fait, c'est tellement complémentaire. Et au final, on travaille en profondeur. Et puis il y a des yogas qui sont quand même très dynamiques et tu peux sortir de là complètement rincé. Ouais, donc j'y trouve mon compte même à ce niveau-là. Et donc je dirais que mon outil principal, c'est celui-là. Et après, c'est la rigolade. Ça, c'est mon gros outil aussi de décompression. Et je pense même que c'est bon pour la santé de rire. Excellent. Ouais. Et j'essaye de faire ça dans la plupart de mes vidéos aussi. Je pense que oui, alors on peut se sentir accablé par tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau des problèmes environnementaux et même sociaux. Et je trouve que de faire passer des messages par le rire, ça pareil, ça peut donner peut-être un petit peu plus envie que de faire peur. Bien sûr. Donc ouais, le rire, c'est une bonne arme. Un bon outil en tout cas. Ouais, je suis d'accord. Et en thérapie complémentaire du coup, parce que est-ce que tu utilises la naturopathie par exemple ? Est-ce que tu fais des consultations comme ça ? C'est un traitement de fond en fait. Ouais, alors j'en fais pas assez, mais oui, il m'est arrivé de consulter. Alors maintenant, j'use et j'abuse un petit peu de mes amis naturaux, et quand j'ai un problème, je vais juste leur envoyer un petit message sur Facebook et elles vont me répondre en 2 secondes. Tu vois, sur des petits trucs, des petits soucis. Mais là, dernièrement, je me suis dit que j'irais bien tenter la kinésiologie aussi. Ça, j'ai jamais testé. En fait, moi, je suis un peu adepte des expériences. Je vais pas forcément revenir régulièrement chez quelqu'un, mais plus aller tester différentes formes de médecine et voir ce qui me parle le plus. Bien sûr. Ouais. Il y a vraiment un truc de curiosité là-dedans. Donc concrètement, demain, on a envie de changer et se lancer dans une vie plus green. Qu'est-ce qu'on fait ? Ça dépend à quel point on veut y aller, mais c'est rigolo. Je lisais l'article de Titu Lecoq ce matin qui parlait du fait que, en fait, juste d'avoir acheté un lombricomposteur, ça avait révolutionné sa vie parce que finalement, ça l'avait questionné aussi sur sa manière de consommer. Elle s'est rendue compte qu'elle mangeait pas tant de légumes que ça et que là, s'il fallait alimenter ses petits vers, il allait falloir qu'elle investisse un peu plus dans les légumes. Et ça l'a, en fait, ça a complètement révolutionné sa vie. En fait, elle s'est rendue compte qu'elle l'emballait aussi. Enfin, elle achetait beaucoup de choses emballées et elle est allée vraiment de plus en plus dans ce truc de déconsommation, on va dire. Et donc parfois ça peut se jouer à très très peu, c'est ça. Moi je te dis, c'était le végétarisme. Donc il y en a, ça peut être juste prendre un lombricompost chez soi et se rendre compte de comment se décompose la vie. Et voilà, ça peut être des déclics. Ça peut être un livre.
ou alors tout simplement, je te dis, acheter une petite plante et s'en occuper, la voir grandir. Parfois, c'est juste, il faut semer des graines, quoi. C'est à tous les niveaux. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Alors, beaucoup de rigolade. Ça oui, toujours. Beaucoup de rencontres parce que ça me rend tellement plus riche qu'avant. Ça, c'est un truc, je me sens tellement chanceuse de rencontrer autant de gens intéressants depuis que je fais ces vidéos. Donc ça c'est les trucs que je me souhaite. Et puis après, arriver à vivre décemment, on va dire, de ces activités-là, parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident tous les jours. Faire pousser des légumes, c'est pas encore un truc qu'on prend tant au sérieux que ça. Alors si j'exagère un peu, mais c'est pas évident en tout cas, ça peut être très vite précaire. Et c'est pour ça que je conseille à tout le monde de vraiment assurer ses arrières avant de se lancer. Et puis après, je souhaite plein de choses, surtout au climat. J'ai l'impression qu'on est une bonne génération là, à se rendre compte des choses et à critiquer un petit peu plus ce qui nous entoure. Donc ça aussi, je nous souhaite encore pas mal de critiques et de sens. Peut-être pas de critiques parce que c'est un mot un peu négatif, mais de sens de, comment on appelle ça, d'action, un sens de la curiosité, un sens de la remise en question, ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on nous montre ou tout ce qu'on nous dit. Toujours mettre à distance un petit peu et prendre le temps d'y réfléchir et voir ce qui nous touche là-dedans. Voilà. Merci beaucoup, Ophélie. Je t'en prie, c'était un plaisir. Pour moi aussi. À bientôt. À bientôt, salut. Bouge ton curcuma. Si le vitaliseur de Marion vous intéresse et que vous souhaitez bénéficier davantage, n'hésitez pas à me contacter via le site Curcuma Box en précisant que vous êtes auditeur de Bouge ton curcuma. À bientôt pour un prochain épisode.